podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je ne vous emmène pas à la rencontre de quelqu'un, mais d'un lieu. Le quartier des Frigos à Paris, dans le 13e arrondissement. Cet ancien quartier industriel, situé entre la Seine, les voies ferrées de la gare d'Austerlitz et Ivry au sud, a beaucoup changé depuis l'inauguration de la bibliothèque François Mitterrand, il y a 30 ans. Mais écoutons Alain et Francis en parler. On est en 2002. Déjà au début, le frigo, et tout l'ensemble, parce qu'il y avait le frigo, mais il y avait Midjaville, il y avait des grands espaces de parking, il y avait l'espace exhibition, où il y a eu de nombreux concerts, ils avaient fait des grandes estrades, c'était un garage qui faisait le dépannage des locomotives. Et donc c'était immense comme espace. Il y avait des cerisiers à côté de la route, là on pouvait aller manger les cerises dans l'herbe. On n'était plus à Paris. On sortait quand c'était vraiment l'enclave dans Paris, les frigos, et on n'était plus du tout à Paris. Francis, est-ce qu'on pourrait ouvrir peut-être la fenêtre et vous allez me décrire, non pas le paysage qu'on voit maintenant, ça plus tard, mais qu'est-ce que vous voyez il y a de ça encore 15 ans, ici? Alors en fait, ici, à l'emplacement de la BNF et juste devant où il y a les immeubles, c'était le fret, c'est-à-dire qu'il y avait les trains et les camions qui venaient charger les marchandises. Et donc on voyait tous les monuments de Paris. On voyait le Sacré-Cœur, on voyait la tour Montparnasse, on voyait la tour Eiffel, bien entendu. On voyait vraiment tous les monuments de Paris d'ici. Maintenant, en fait, on est complètement enfoncé, on ne va plus rien voir du tout. Et c'est vraiment dommage, mais enfin bon, il n'y a pas que le paysage non plus, mais c'est déjà bien de conserver le frigo aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire aussi un peu ce que vous voyez, que si vous penchez un peu plus, il y a les voûtes, alors, le jardin des voûtes. Les fameuses voûtes, ce que moi j'appelle la cour des miracles, parce que je trouve ça plus beau comme nom. Et donc il y a deux voûtes qui servaient de passage pour les camions, justement, pour le fret, et deux voûtes qui étaient utilisées par les gens de la SNCF pour faire du rangement. Et donc quand on était au moment avant la construction de la BNF, ça a été abandonné. Évidemment, c'est un quartier qui est en pleine mutation. Alain de Mouzon. Comme disent les urbanistes, ou en plein bouleversement, comme disent les habitants ou les riverains. Il y avait quelques endroits emblématiques, comme entre autres la rue Watt, qui devient peut-être plus célèbre qu'elle n'a jamais été, mais malheureusement à un moment où on l'a enserrée dans un sarcophage de béton et où elle a absolument plus la figure et la poésie qu'elle avait autrefois. Les grands moulins, ils ont perdu leur farine sur le toit. Quand ils fonctionnaient, il y avait toujours de la farine. Et sur cette farine venaient se poser des corneilles. On avait l'impression toujours d'un petit paysage d'hiver permanent, comme ça. Ça faisait comme... Chaque fois que j'apercevais les grands moulins, j'avais l'impression que c'était l'hiver avec des corneilles comme ça qui étaient en train de picorer la farine. Les grands moulins, la toiture a brûlé, on l'a refaite. On va en faire une annexe du pôle universitaire, je crois. Les frigos, je les ai bien vus avant, toute cette zone-là, ça n'a cessé d'évoluer. Quand on y va maintenant, c'est plus pour aller d'ailleurs prendre le métro à Météor ou aller à la bibliothèque Mitterrand que pour flâner dans des endroits qui étaient un petit peu tristes, un peu oubliés, un peu dépossédés entre Paris et la banlieue, ce grand réseau ferroviaire. Enfin, c'était très particulier. Il y avait d'autres petites industries ou en tout cas entrepôts qui fonctionnaient dans tout ce secteur, mais c'était somme toute assez modeste. C'est un peu la fin de l'histoire d'un arrondissement qui a été très très industrieux et où tout petit à petit s'est amenuisé pour disparaître pratiquement. C'est vrai que pendant très longtemps, c'est Panhard qui a occupé tout le secteur et les sous-traitants de Panhard. Vous savez que dans cette partie qui est plus vers entre la porte d'Italie et la porte de Vitry, porte d'Ivry, c'était vraiment le berceau de l'automobile mondiale. Donc il y avait une activité industrielle très forte et les voies de chemin de fer servaient évidemment à amener le métal pour faire les voitures et à repartir ensuite avec les bagnoles. Tout ça s'est arrêté dans les années 60 complètement. Et les industries connexes, évidemment, se sont un peu épuisées.
Cette impression d'espace, c'était quelque chose d'un peu inhabituel. Dans Paris, on est toujours un peu en entassement. Là, il y avait cette grande trouée d'espace qu'on est en train de combler, que la bibliothèque Mitterrand a quand même un peu préservé. Elle a voulu quand même utiliser cette notion d'espace, de vide, de contraste finalement entre des fronts bâtis autour. Bon, puis après il y a la rivière. Mais enfin, il y avait une zone entre la Seine et le chemin de fer où il y avait des constructions. Alors, tout ça a été rasé maintenant. C'est les lieux intermédiaires, bon, c'est la marge, c'est pour ça que les gens de Pollard, évidemment, s'y intéressent un peu automatiquement. Puis il y avait une tradition sociale aussi de ce secteur du 13e, qui touche comme ça à Vitry, à Ivry. La partie sud du 13e est annexée donc, depuis 1860, c'était en dehors de Paris. Toute cette histoire-là finalement, c'est comme les dieux romains qui sont restés longtemps après que le christianisme soit devenu officiellement la religion de l'Empire. On a des fois le sentiment, moi j'ai eu souvent le sentiment que malgré l'annexion de 1860, il y avait encore une sorte d'atmosphère de vie pour beaucoup de gens qui restaient banlieusardes. Et sur le secteur là où j'habite, les anciens, bon maintenant qui ont pratiquement tous disparu, avaient encore leurs habitudes sur Ivry. Ils allaient au marché d'Ivry, ils allaient se marier à Ivry. Et je crois que c'est un secteur comme ça qui était pas tout à fait parisien, pas très parisien. Paris commence à la place d'Italie vers les Gobelins, là on commence à rentrer dans Paris. Il y a 30 ans en tout cas, c'était assez flagrant qu'on était entre les deux. Mais je suis pas sûr que la rue Watt ait été plus triste et abandonnée au milieu de la nuit qu'au milieu de la journée. C'est vrai qu'à une époque, elle menait un peu entre rien et pas grand-chose. Elle avait ses réverbères, elle passait sous les voies avec ses poutrelles de métal qui donnaient une lumière un petit peu particulière. De temps en temps, il y avait un grand ferraillement qui vous passait au-dessus de la tête. C'était cette impression un peu abandonnée qu'on avait déjà dans la journée, évidemment, qui ne pouvait que s'augmenter la nuit venue. Moi, j'aime assez la poésie de ces lieux comme ça, un peu, où il y a une grande part de vide, il y a une part d'absence, il y a des petites choses à regarder. Genre, c'est pas touristique. D'ailleurs, globalement, le 13e n'est pas touristique. C'est pas un lieu où les touristes viennent. Il n'y a pas de grands monuments qu'on visite absolument. Sur cette zone-là. Donc ils essayent de préserver l'usine d'air comprimé ou les grands moulins de Paris, comme avoir des témoignages de la vocation industrieuse de cette sorte de faubourg, qui était cette partie du 13e. Moi, j'aime bien parce que, par exemple, à Sudac, vous vous promenez, il y a une grande cheminée en briques qu'on va sans doute conserver. Là, c'est l'époque où on va voir si les faucons cresserelles reviennent nicher. Il y a des faucons cresserelles qui nichent sur les cheminées de la Sudac et sur un mur à côté. Et puis on découvre ce petit cirque là au milieu du terrain vague. Et puis si on va un petit peu sur le bord de Seine, on traverse, il y a des barges là qui emmènent autrefois il y avait des entrepôts de gravier, de sable, tout ça est en train de s'être déplacé, mais c'est plutôt des barges qui emmènent des gravats, des constructions. On se sert de péniches pour enlever les monceaux de gravats, et vous trouvez des bergeronnettes, des ruisseaux là, qui sont en train de se balader sur le quai. Si les silhouettes des moulins et des frigos, dépassés par les nouveaux buildings, ne dominent plus le quartier, elles sont toujours debout et bien vivantes. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.